Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 24 janvier. Le redéploiement industriel de Moulinex s'accompagnerait de la suppression de 2000 emplois selon la CGT. Désillusion chez les employés après les efforts qu'ils ont consentis depuis 1996. Explication en direct de Pierre Bleillot, le président de Moulinex, dans quelques minutes. Les révélations de France 2 et d'Hervé Brusini sur le financement du Parti chrétien-démocrate allemand et d'Helmut Kohl sur le rôle de François Mitterrand. Réaction très prudente en France et réfutation en Allemagne. Tournage cinéma sur la guerre du Kippour sur le plateau du Golan par le réalisateur Amos Gitaï. Premières images grâce à notre correspondant Charles Anderlin. La fusion des deux grands groupes de musique, le britannique EMI et l'américain Time Warner, à l'heure de l'Internet. La fusion comprend le catalogue des Beatles. Théâtre avec le voyage au Luxembourg, spectacle réalisé et interprété par Miu Miu que nous retrouverons à la fin de cette édition. C'est à bien des égards un symbole de la deuxième partie du XXe siècle et des arts ménagers. La marque Moulinex est ou a été présente dans pratiquement tous les foyers de France, mais l'entreprise n'en finit pas de connaître des difficultés économiques et donc sociales. Aujourd'hui, le président de Moulinex, Pierre Bleillot, que nous retrouverons dans un instant, présentait un plan de redéploiement et de reconquête industrielle et commerciale. Derrière cet intitulé pompeux, la CGT voit surtout 1800 à 2000 emplois supprimés. Reportage Nathalie Moisan avec Yann Frontier à Caen sur l'un des sites Moulinex concernés. Finalement, on espérait toujours qu'à la fin de l'année, il y ait une bonne vente et ça s'améliore. Des syndicalistes sans illusion, la fin de l'année n'a rien amélioré. Des pertes triplées cette année chez Moulinex. Alors avant même la réunion avec la direction, les délégués affichent leur pessimisme. À l'issue de la rencontre, le ton est devenu offensif. La CGT parle de démantèlement de l'entreprise. En clair, ça veut dire que nous assistons à un nouveau tournant dans l'ère industrielle de Moulinex, que comme nous le craignons, des sites sont appelés à disparaître. Alors, on peut toujours nous dire que des suppressions d'emplois, il n'y en aura pas. Malheureusement, nous avons une expérience. Je pense aux collègues d'Argentan, je pense aux collègues de Mamers, qui eux savent bien qu'ils n'ont pas retrouvé d'emploi. Ils n'ont pas De les pots de source Damoclès syndicale, le sur la plan tête. sur 3 ans prévoirait une augmentation de capital d'1 milliard de francs. Des Une partenariats avec l'américain Whirlpool pour fabriquer les micro-ondes en Chine, avec le polonais Zellner pour produire les aspirateurs. Objectif, filialiser les secteurs les moins performants pour recentrer la production sur le petit électroménager. À l'usine de Cormel-le-Royal, spécialisée dans les micro-ondes, les salariés n'avaient pas besoin de connaître le plan cet après-midi pour afficher leurs inquiétudes. Des licenciements, des mutations à droite et à gauche, ça, c'est clair et c'est net. Nous, on travaille suivant ce qu'on nous demande. Et puis en fin de compte, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais de résultat. Le problème, il est là. Même découragement exprimé par les premières équipes ce matin à 5 heures. On se demande ce qui va se passer réellement. Tout le monde est inquiet de cette affaire-là. Mais vous savez, je crois que les dés sont jetés. Ce qui va se passer, malheureusement. Enfin, c'est triste de voir la société s'en aller en morceaux comme ça. Ça me fait quelque chose, oui. Bonne journée. Dès demain, les syndicats appellent les salariés à des assemblées générales à Cormel et Falaise, les deux usines les plus menacées. 1500 personnes dont l'avenir est aujourd'hui en suspens. Ce n'est pas la première vague de suppression d'emplois chez Moulinex. Déjà en 1996, plusieurs usines avaient été fermées. Malgré un début de redressement, la société est restée lourdement endettée. Son histoire est liée aux décennies de l'industrie française qui a connu à la fois les années bonheur et les drames sociaux. Récit Jean-Bernard Smith. Pour éplucher pommes de terre, carottes, navets et salsifis, un seul geste désormais suffit. Et c'est là tout le secret de Moulinex. Ce moulin légumes, dont on s'émerveille, fait depuis les années 30 le bonheur d'une petite entreprise créée par un quincaillier ingénieux. Sa grande idée, des prix les plus bas possibles, résultat, des millions d'exemplaires vendus. Mais le succès tient aussi à une autre trouvaille. Moulinex libère la femme. La libère parce qu'il lui facilite la vie grâce à l'électricité. Les tâches ménagères deviennent anodines, c'est l'ère de l'électroménager de masse. De 1950 à 1965, le taux d'équipement des ménages passe de 3 à 20% et ne cesse de grimper dans les années 70. Premier bénéficiaire, Moulinex, numéro 1 du secteur, une des marques les plus connues au monde.
Et la croissance ne se dément pas jusqu'au début des années 80. Est arrivé à ce moment-là, je dirais, une certaine perte d'image. C'est-à-dire que le groupe s'était trop adressé aux femmes à une époque où, je dirais, l'idée de ménagère à libérer commençait un petit peu à perdre de son actualité. C'était aussi l'époque où, en termes d'électroménager, comme dans le foyer, il y avait le grand retour de l'homme avec un petit H. Et donc, Moulinex n'a pas su s'adapter, je dirais, à cette évolution, a fait ensuite quelques erreurs, je dirais, de produits, c'est-à-dire des produits qui étaient mal conçus. Ajoutez à cela une concurrence acharnée venue d'Asie. Moulinex s'enfonce dans la crise. Ce n'est que dans les années 90 que l'entreprise tente de régler ses problèmes. La gamme de produits est revue et surtout les plans de redressement se succèdent. Malgré cela, Moulinex, qui a vu de plus s'effondrer certains de ses marchés en Russie, n'est jamais parvenu pour l'instant à se redresser durablement. Monsieur Blaillot, bonsoir. Bonsoir. Vous avez entendu tout à l'heure l'une de vos employées dire avec beaucoup de tristesse, mais de gentillesse en même temps, c'est triste de voir la société partir en morceaux. Alors, qu'est-ce que vous pouvez ce soir lui répondre ? D'abord, je lui dis que je comprends son émotion parce que apprendre des choses comme celle-là, pour quelqu'un qui a travaillé depuis 30 ans dans l'entreprise, le chef d'entreprise doit s'incliner devant cette émotion. Mais moi, j'ai deux devoirs. Le premier, c'est de dire la vérité industrielle telle que nous la voyons dans un monde économique qui est très dur. Et c'est pourquoi je pense qu'il est plus sage pour Moulinex de changer de braquet, d'organisation industrielle. Et donc, il faut s'organiser différemment pour être plus efficace. Parce que la marque Moulinex est toujours là, les Français l'aiment, et dans le monde entier, on a des clients très fidèles. Mais le deuxième devoir, si vous voulez, c'est qu'effectivement, à cette personne, comme à l'ensemble des salariés de l'entreprise, je dis, ne paniquons pas, restons solidaires. Nous avons trouvé des solutions pour les 2400 postes supprimés pendant les 4 dernières années. Savez-vous que depuis 1996, il n'y a eu que 19 licenciements? Oui, mais... Et je dis aussi aujourd'hui que je me sens capable de prendre des engagements très précis pour que personne ne reste sur le bord du chemin. Croyez-moi, c'est mon deuxième devoir. Mais Monsieur Blaillot, déjà en 1996, vous aviez dit à peu près la même chose. Là, vous dites on va changer de braquet. Vous, au fond, vous êtes toujours là, mais il y a des milliers de gens qui ont perdu leur emploi. Alors, est-ce qu'ils ont quelques raisons de vous croire aujourd'hui? Je crois que je leur dis la vérité. J'avais dit la vérité en 1996 et j'ai surtout tenu mes engagements. Nous avons réindustrialisé les bassins d'emploi. Savez-vous qu'à Mamers aujourd'hui, il y a plus d'emplois créés qu'il n'y en a eu de supprimés. Personne n'a été licencié, sauf peut-être 20 personnes. C'est déjà 20 de trop. Mais pour les années qui viennent, je vais vous dire que nous pouvons recommencer la même chose dans un climat social qui doit être de négociation, de concertation. Je n'ai pas annoncé aujourd'hui un grand plan, vous l'avez vu. Ce sont les syndicats eux-mêmes qui ont tiré les conclusions des orientations que je donne. Je préfère me concerter, discuter, expliquer. Et à ces personnes que vous avez interrogées, je dis ne perdons pas confiance, il y aura des solutions pour tout le monde, dans le bassin de Caen, dans le bassin de Falaise, peut-être dans le groupe, peut-être avec de nouveaux développements, en tout cas en réduisant le temps de travail, ce que nous avons déjà fait. Déjà engagé, oui. Ce que vous avez déjà engagé, mais Monsieur Blaillot, dans un système très concurrentiel, dans un marché international, est-ce que ce n'est pas inéluctable que petit à petit vous vendiez par morceaux la marque Moulinex? On ne vend pas par morceaux, M. Sérillon. Ce que nous faisons, c'est des alliances, des partenariats techniques pour mieux travailler, tout en gardant l'entreprise totalement unie et solidaire. Mais vous avez fait allusion au marché mondial, effectivement au rôle de la grande distribution, qui sont nos grands clients, qui nous aident à l'international, mais qui sont exigeants. Et puis vous avez fait allusion au consommateur, celui qui nous écoute ce soir, et qui a peut-être chez lui, comme beaucoup de Français, un produit d'origine chinoise pour repasser, une cafetière chinoise ou un aspirateur polonais. Donc à cela aussi, j'ai envie de dire, aidez-nous à acheter du Moulinex. Merci beaucoup. Les mouvements de grève qui se succèdent un peu partout en France dans les postes ont pour origine à la fois la réduction du temps de travail et le passage progressif aux 35 heures, mais également des restructurations. Alors après les mouvements dans l'ouest de la France qui perdurent, c'est dans la vallée du Rhône, dans le sud, dans l'est que les conflits à la poste se poursuivent avec une mobilisation générale prévue par les syndicats pour le 31 janvier prochain. Une série d'actions de protestation des personnels hospitaliers aujourd'hui à Paris. Ils dénoncent la faible augmentation du budget de l'assistance publique et les conséquences de la réorganisation de la carte hospitalière qui conduit à diminuer le nombre de lits ou de moyens en personnel dans certaines régions. À Dijon, les salariés de la caisse d'allocation familiale qui s'étaient mobilisés contre les procédés de harcèlement du directeur ont obtenu satisfaction. Celui-ci a été muté par le conseil d'administration avant d'éventuelles sanctions. En Allemagne, l'Union chrétienne-démocrate, actuellement dans l'opposition, mais qui détient le pouvoir en Allemagne pendant 16 ans avec à sa tête Helmut Kohl, demeure jour après jour au centre de soupçons très sérieux de financement occulte et parfois étranger. 12 millions de marks seraient d'origine indéterminée dans les comptes de la CDU entre 89 et 98. Mais en ce qui concerne un financement de ce parti par le groupe pétrolier français Elf, avec l'accord ou l'encouragement de François Mitterrand, côté allemand, on dément. Reportage de notre correspondant permanent Olivier Lerner et Ralf Klingerhofer. Wolfgang Schäuble, le président en exercice de la CDU, a échappé de peu cet après-midi à un étouffement médiatique.
Des caméras par dizaines pour suivre cette conférence de presse consacrée uniquement au rapport d'audit commandé par la droite allemande au cabinet d'expertise comptable Ernst & Young. 40 millions de francs d'origine indéterminée ont été trouvés dans les caisses noires du parti. Mais rien sur l'origine des fonds, rien non plus sur le nom des donateurs. Pour l'instant, seuls les comptes de la CDU à Bonn ont été épluchés. Les investigations des experts se poursuivent en Hesse, par exemple, où 90 millions de francs au moins sont dans les caisses noires. Wolfgang Schäuble, gêné mais pas effondré. Il qualifie d'inacceptable cette situation. Rien de semblable ne se reproduira plus, dit-il. Et il va lancer une campagne de publicité. Le malheur des uns ne fait pas forcément le bonheur des autres. Le chancelier pourrait se réjouir, il n'a plus d'opposition crédible. Mon inquiétude, dit-il, c'est qu'à l'étranger, on comprenne bien que c'est la CDU qui est en crise. Nous, on travaille bien. Helmut Kohl commence à annuler certaines sorties en public. Ces derniers jours, il s'est fait conspuer. Kohl en prison. Ce système est corrompu. Helmut Kohl n'assiste pas aux réunions de crise de la CDU qui se succèdent les unes aux autres. Il a eu la bonne surprise aujourd'hui de savoir que son parti n'engagera pas de poursuite contre lui. Mais les investigations ne font que commencer, le pire est à venir. Et pour la première fois depuis la création de la République fédérale d'Allemagne, la CDU, dans les sondages, est passée sous la barre des 30% des intentions de vote. La droite allemande est en train de perdre sa base morale et populaire et va traverser, à n'en pas douter, une crise existentielle qui peut conduire tout simplement à une disparition pure et simple de la démocratie chrétienne dans sa forme actuelle. Dès samedi, Hervé Brusini pour France 2 révélait l'appui financier que l'entreprise Elf aurait apporté à Helmut Kohl à la demande de l'ancien président François Mitterrand. Nous verrons plus tard la prudence des réactions et les démentis. Mais ce soir, Hervé Brusini nous apporte d'autres éléments de compréhension, à commencer par les conditions dans lesquelles Elf aurait racheté la raffinerie Leuna, qui est située sur le territoire de l'ex-Allemagne de l'Est, après la réunification. Paradoxe de l'histoire, en reconstituant les différents témoignages, l'affaire Leuna n'aurait jamais dû exister. Ce vieux complexe pétrolier situé en ex-Allemagne de l'Est n'intéressait pas vraiment Elf. Bien au contraire. Son PDG, Loïc Le Floch-Prigent, lorgnait sur une raffinerie bien plus moderne située entre la Pologne et Berlin, exactement à Schwedt. Mais voilà, son ministère de tutelle, l'Industrie, souhaitait qu'il s'associe à d'autres pétroliers. Colère du patron français. Alors il cherche un nouveau projet, car il lui faut absolument s'implanter sur le marché allemand. Il y a bien en ex-Allemagne de l'Est les raffineries Leuna et les stations Minol, deux choses indissociables, mais cela coûte cher, très cher, pour un équipement industriel vétuste. Elle fait très réticent au cours des négociations, jusqu'au moment décisif où le président François Mitterrand fait entendre qu'il trouve l'idée excellente. Autrement dit, c'est un ordre pour le PDG d'Elf et l'on prévoit 100 millions de Deutschmark en commission. Un homme a le savoir-faire dans ce genre de dossier, Alfred Sirven. Il est aujourd'hui en fuite, mais à l'époque, lui qui est le patron de Elf International mobilise ses relations. Deux hommes des services secrets, Dieter Holzer, un Allemand, et le colonel de la DGSE française, Pierre Laitier, qui plus tard sera embauché par Philippe Jaffray. Deux hommes actuellement sous le coup d'une procédure en Suisse pour escroquerie et blanchiment d'argent. Plusieurs personnalités de la CDU, anciens ministres, ex-secrétaires d'État, sont également visés. Ce sont toutes des relations de Dieter Holzer. En France, le colonel Laitier vient de se séparer d'avec l'un de ses amis, Jean-Yves Olivier, et nous l'avons contacté. Il nous a dit avoir revu son camarade qui lui a affirmé à l'époque rendre un grand service à l'État, et c'est bien là toute la philosophie profonde de cette affaire. Le PDG d'Elf en a d'ailleurs laissé un avant-goût en 1997 devant les juges Wisniewski et Joly, en déclarant qu'il était poussé aussi bien par le président français que par le chancelier allemand. Plusieurs personnalités nous ont confirmé ce contexte de haut niveau. Parmi elles, un proche de François Mitterrand, très au fait du dossier, nous a affirmé ceci sous le sceau de l'anonymat le plus absolu. Il ne fallait pas que l'Europe se fasse sans cette Allemagne réunifiée, et surtout sans Helmut Kohl. Le chancelier a déclaré qu'il redoutait une défaite électorale. Il a vu François Mitterrand, qui lui a déclaré que le Floch-Prigent pouvait faire une opération qui allait permettre d'alimenter les caisses de son parti. Et c'est ainsi, nous dit l'homme, que Leuna s'est décidé. À présent, les justices allemandes et suisses enquêtent sur les acteurs de ce dossier, un dossier dont la justice française n'a pas encore connaissance.
Et ce matin, la secrétaire générale de la CDU, l'Union chrétienne-démocrate allemande, Angela Merkel, récusait fermement toutes ces informations sur le financement de la campagne électorale de l'ex-chancelier Helmut Kohl avec l'appui de François Mitterrand. Sans doute est-il nécessaire ce soir, pour bien comprendre toute cette affaire, de se rappeler les conditions politiques dans lesquelles elle se serait déroulée. M. Mitterrand comme M. Kohl veulent construire ensemble l'Europe, l'un a besoin de l'autre et à la veille des élections législatives allemandes de 1994, le chancelier a quelques inquiétudes. Les explications de Philippe Rochaud avec Florence Mavic. C'est la 5e campagne électorale d'Helmut Kohl en 1994 et elle n'est pas gagnée. Il est pourtant seul à pouvoir défendre les couleurs des chrétiens démocrates. Il a éliminé tous ceux qui pouvaient lui faire de l'ombre. Il continue de jouer sa carte de chancelier de la réunification qui lui a tant réussi. Il a même organisé le départ des Alliés de Berlin 3 mois avant ces élections et François Mitterrand est là. Mais Kohl sait que 5 ans après la chute du mur de Berlin, le chômage sévit partout, à l'Est comme à l'Ouest. Les socialistes, avec à leur tête Rudolf Scharping, sont devenus plus forts et les communistes reprennent du souffle. Le socialiste Oscar Lafontaine, à Paris pour présenter son livre « Le cœur bat à gauche », pensait qu'à l'époque, les affaires de financement occulte des partis étaient terminées, mais ne croit pas à l'implication de François Mitterrand. On a déjà eu une crise, un scandale qui se nomme le scandale de Flick, il y a 15 années. Et après ce scandale, naturellement, on a se questionné toujours si on a changé les pratiques. Et la surprise est maintenant que, on peut dire, les dirigeants des chrétiens démocrates n'ont pas changé les pratiques. Mais à l'époque, Helmut Kohl a besoin d'argent pour financer la campagne des chrétiens démocrates dans l'ex-Allemagne de l'Est. Il sait que tous les dons à la CDU doivent être déclarés. Une loi très stricte sur le financement des partis qui reçoivent une aide de l'État selon un quota de voix bien défini. Mais après la chute du communisme, Kohl veut relever le défi de l'Est. L'organisme de privatisation de l'ancienne RDA rachète plus de 14 000 entreprises. La raffinerie de Leuna, acquise par Elf, en fait partie, car il fallait que la France ait une place de choix. Hubert Védrine, aux côtés de Mitterrand à cette époque, affirme n'être pas au courant d'un ordre du chef de l'État de faire financer par Elf la campagne d'Helmut Kohl. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur les affaires intérieures allemandes. Car Helmut Kohl visait aussi la construction européenne après la signature du traité de Maastricht. Le financement occulte de sa campagne de 1994 ne pesait pas lourd face à l'enjeu que représentait l'Allemagne dans l'Europe. Un cas de vache folle en Belgique détecté, un autre cas dans le Maine-et-Loire. Cela suffit pour donner encore plus de crédit à la nécessité du programme de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine décidé par le gouvernement. Comment va-t-on procéder, avec quel test et sur quel échantillon? Voici l'enquête de Françoise Vallée et Pierre Moscovici. Ces vaches paraissent saines et pourtant, en les titillant un peu, ce vétérinaire suisse détecte les tout premiers symptômes de la maladie de la vache folle. Anxiété, nervosité, hypersensibilité, réaction anormale au bruit et à la lumière. Ces petits signes, seul un œil averti peut les déceler. Généralement, l'éleveur est le premier à les observer, mais s'il envoie l'animal à l'abattoir, difficile pour le vétérinaire contrôleur de faire la différence entre le stress et les premiers symptômes de l'ESB. Le test est donc le seul moyen fiable pour détecter un animal malade. 3 tests ont été validés en juillet dernier par la Commission européenne. L'irlandais, très peu utilisé, le suisse, avec lequel nos voisins ont trouvé 2 fois plus de cas de vache folle en 8 mois, et enfin le test français, réputé encore plus sensible. L'intérêt d'un test sensible, c'est de pouvoir remonter aussi loin que possible avant l'apparition des signes cliniques. Les prélèvements se font à l'abattoir. Le résultat ne prend que 6 heures. Le test helvétique vaut environ 300 francs. Mais actuellement, seule la Suisse et bientôt la France ont un programme de dépistage de l'ESB. En fait, il faudrait aussi que l'Europe suive l'exemple français et que l'on applique ce test dans tous les pays européens. Cela permettrait d'éviter la triche et d'avoir enfin des chiffres fiables de la maladie de la vache folle dans tous les pays qui ont importé des farines anglaises.
Arrivée cet après-midi à Paris du chef de la diplomatie algérienne, Youssef Yousfi, le ministre algérien doit avoir des entretiens avec les principaux responsables français. C'est la première visite de ce niveau entre les deux pays depuis 1994. On s'attend à un déplacement du président Bouteflika en France d'ici la fin du premier trimestre. Parmi les problèmes les plus urgents à régler entre l'Algérie et la France, il y a la desserte aérienne par Air France de la liaison Paris-Alger. Desserte interrompue depuis décembre 1994 après le détournement d'un avion d'Air France par un commando des groupes islamique armé. La situation a bien changé aujourd'hui à Alger, mais seule de l'Union européenne, la compagnie Alitalia est revenue en Algérie. À Air France, on avance des problèmes de sécurité. Explication avec Jérôme Bonny et Mohan Wanji. Policiers omniprésents sur le tarmac, c'est l'arrivée bi-hebdomadaire du vol de la seule compagnie aérienne occidentale qui ose desservir l'Algérie, Alitalia. Un déploiement de force qui s'ajoute aux contrôles habituels à l'aéroport Ouari Boumedienne. Première vérification des bagages et des papiers à l'extérieur. Passage au scanner dès l'entrée dans l'aéroport. Troisième contrôle dans la salle d'embarquement, c'est presque trop pour les passagers. J'ai remarqué que on était contrôlé en permanence, enfin, on est fouillé, je pense qu'il n'y a pas de problème. Les bagages sont accompagnés, puis reniflés par un chien dressé à reconnaître les explosifs. Tous ces contrôles sont effectués par la police algérienne, sans intervention de personnel de sécurité employé par Alitalia. L'appareil est escorté jusqu'à son décollage, mais la direction d'Air France est plus exigeante qu'Alitalia. La compagnie française est encore sous le choc du détournement d'un Airbus fin 1994 qui avait fait 7 morts, 3 passagers et les 4 pirates de l'air abattus par le GIGN. En juin dernier, la France prend la décision politique d'une reprise des vols Air France, mais les négociations achoppent sur l'exigence de la compagnie d'effectuer ses propres contrôles au sol. Il y a aussi l'appréhension des personnels navigants. Quelles que soient les mesures de sécurité que l'on puisse prendre, il est hors de question pour nous de reprendre ces vols sur l'Algérie, donc nous ne serons pas volontaires pour faire ces vols. Le rétablissement des vols Air France serait un signe de décrispation très attendu de l'autre côté de la Méditerranée. Le Premier ministre israélien refuse de s'engager à évacuer tout le plateau du Golan avant la reprise des négociations de paix avec la Syrie. De nouvelles rencontres entre experts syriens et israéliens doivent avoir lieu cette semaine aux États-Unis. Au moment même où se sont engagées les négociations entre M. Ehud Barak et le ministre syrien des Affaires étrangères sur le plateau du Golan, le réalisateur Amos Gitaï, celui du film à succès Kadosh, tournait un long métrage dont le scénario raconte octobre 73, la guerre du Kippour, lorsqu'Égyptiens et Syriens lancèrent une attaque surprise contre Israël. Charles Anderlin et Alon Greco reviennent des lieux de tournage. Plateau du Golan, deuxième jour de la guerre de Kippour en octobre 1973. Amos Gitaï était secouriste. C'était une colonel de tank. Je me souviens qu'il était très gravement blessé. Et comme on était déjà dans l'hélico, il est mort devant nous. Et son carnet tombait. Et dans le carnet, il y avait des listes d'achats qu'il faut faire, des sandwichs pour les enfants, etc. C'était une liste. 3 jours plus tard, touché par un missile syrien, l'hélicoptère d'Amos Gitaï s'est écrasé. Gravement blessé, il est resté 6 mois à l'hôpital. C'est son histoire et celle de toute une génération de jeunes Israéliens qu'il raconte dans Kippour, son nouveau film. J'ai envie de montrer cet souvenir choquant, aussi des grands prix de la guerre. J'espère que s'il y a quelqu'un qui a encore un délire pour une prochaine guerre de Moyen-Orient, il va regarder l'image et peut-être ça va lui donner d'autres idées. C'était le 6 octobre 1973. Les armées égyptiennes et syriennes ont lancé une attaque surprise sur le Golan et le long du canal de Suez. Près de 2500 soldats israéliens ont trouvé la mort au cours des combats et Amos Gitaï entend réveiller le souvenir de cette guerre au moment où Israël a repris les négociations de paix avec la Syrie. J'ai fait l'armée et moi je pense que la paix, elle vaut tout. Et même rendre le Golan,
Ces jeunes acteurs n'ont pas vécu cette guerre qui a marqué la fin du mythe d'Israël, Superman du Proche-Orient. Et sur le plateau du film, les discussions politiques sont omniprésentes. Rachel, la responsable des figurants, était soldate en 1973. Elle habite une colonie du Golan et sait que la paix avec la Syrie la forcera à quitter sa maison. Cela me déchire, mais je crois que... Je ne sais pas. Alors, quelle est l'alternative? L'alternative que je veux, c'est la paix. Peut-être un pays différent. Une société avec une culture de vie, pas une culture de guerre. Ce film événement doit sortir en salle dans 5 mois. Amos Gitaï rêvait de le tourner depuis des années. Il en a finalement eu les moyens grâce au succès en Europe de Kadosh, sa dernière œuvre. Kippour est une coproduction franco-italo-israélienne. Une fusion musicale à l'échelle du monde. Le groupe britannique EMI se marie avec l'américain Time Warner et forme ainsi un couple numéro 1 mondial de la musique. Les œuvres ainsi rassemblées vont des productions classiques jusqu'aux Beatles ou à Madonna. Mais c'est aussi toute une production de services en ligne sur Internet qui peut faire peur aux concurrents. On en a beaucoup parlé à Cannes aujourd'hui à l'occasion du 34e marché international du disque et de l'édition musicale, le MIDEM. Commentaire Daniel Wolfram. C'est tout un symbole. L'annonce ce matin à Londres de la fusion entre la multinationale Warner et EMI, le géant britannique du disque, s'est faite sur Internet. Cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe, d'autant que Warner s'était déjà associé au géant de l'accès à Internet AOL, American Online. Bref, tout le monde s'interroge sur cette méga fusion, le conglomérat ainsi créé devenant le premier groupe d'édition et de distribution de musique au monde. Certains le redoutent déjà. Alors la production indépendante, elle devient quoi? Elle devient 10% du marché. Et l'inquiétude, c'est le pluralisme et la diversité. La concentration tue la diversité. Et est-ce que Big Brother est pas en train de devenir une réalité, quoi? C'est plus de la fiction. Il est vrai que le fond de catalogue des deux sociétés est impressionnant. Des artistes allant de la musique baroque à Madonna, en passant par les Pink Floyd. 2500 musiciens, le 5e du marché mondial, le quart du marché européen. Mais certains ne voient aucun défaut à ce mariage entre la musique et Internet. Ce responsable de site distribue déjà des dizaines d'artistes sur le web. La fusion entre les deux sociétés, c'est quelque chose de formidable. Ça montre que le monde réel commence à s'intéresser au monde virtuel. Bon, c'est quelque chose de très très bien. Ça laisse présager qu'il y aura d'autres fusions de ce genre dans le monde de la musique et même ailleurs. 10% des ventes de musique pourraient se passer via Internet d'ici 3 ou 4 ans. C'est une des raisons de ces fusions qui devraient en principe faire cesser ce que les industriels craignent le plus, le piratage. 160 millions de francs l'an dernier pour le seul marché français. Il reste un point à élucider, il est de taille. La fusion Warner-EMI doit passer sous les fourches caudines des autorités européennes et américaines chargées de la concurrence. Réponse dans le courant du 2e semestre. Du théâtre avec le voyage au Luxembourg, c'est à Chaillot, un voyage pour la mémoire, je dirais, texte de Jean-Marie Laclaftine, où Ariane, unique personnage de la pièce, écoute ses morts, son père, puis sa mère, puis un homme qui n'a pas su l'aimer. Monologue avec les chers disparus, 4 personnages, interprétés par une seule femme, Miu Miu, alors avant de la retrouver. Présentation de la pièce par Marie-Josée Jouin et Didier Rancoeur. Et ce père que la veille, on n'aurait pas pu soulever à 1 centimètre du sol, on le tient maintenant dans ses bras. Le voilà engoncé dans une potiche de taille moyenne, avec une voix à l'intérieur qui bourdonne et qu'on est seul à entendre. Elle a fait un travail tellement que je trouve tellement probe, tellement extraordinaire de rigueur et d'exigence. Quand je l'ai découvert, vraiment ça a été extrêmement émouvant pour moi, parce que c'est tellement casse-gueule, il faut dire, jouer plusieurs personnages comme ça. Un exercice de style aussi rare que les Miu Miu, toujours à l'avant-garde. Elle interprète tour à tour le père, la mère, la fille et son fiancé. Du féminin au masculin, de l'aigu au grave, des voix venues de l'intérieur. On ne la voit pas souvent au théâtre, Miu Miu. Pourtant, à 16 ans, elle a quitté son boulot de tapissière pour suivre Coluche au Café de la Gare. La Musica avec Duras et Andromaque avec Roger Planchon. Pourquoi si peu? En 92, elle avait répondu.
Le théâtre se prépare bien avant, et puis moi j'ai très peur. Donc il me faut une motivation extrême pour le faire. Voilà la jolie femme qui remplissait les rêves de Félix. Sa motivation aujourd'hui, parce que dit Miu Miu, le voyage au Luxembourg, c'est tout simplement beau. Bonsoir Miu Miu. C'est joli ce reportage. Mais d'une certaine manière, vous aimez vous faire peur alors Non, pas du tout. Parce que vous jouez Duras, vous jouez Planchon, Racine avec Planchon, La Clavetine. C'est pas des textes faciles, c'est pas des textes rigolos, c'est des textes qui a priori sont presque un peu difficiles. Oui, enfin non, il faudrait que ça devienne facile en fait. Il faudrait donner l'impression de facilité. Mais les beaux textes sont les plus faciles à dire en fait. Je disais que c'est un texte sur la mémoire, presque pour la santé de la mémoire. Parce que vous allez parler, vous jouez ces 4 personnages, vous allez parler avec eux, vous êtes présente en permanence en scène, et vous avez besoin, ça veut dire quoi cette pièce? Ça veut dire qu'on a besoin de nettoyer sa mémoire, d'être en paix avec ceux qui sont disparus? Si on a besoin de faire, ça dépend des personnes, mais il y a toujours une petite crise du milieu de la vie, comme on dit, c'est-à-dire de faire un bilan par rapport à nos rêves d'enfants, d'adolescents, et ce qu'on est devenu après, si on n'est pas très éloigné de ça. Mais je crois beaucoup au bilan, aux mises en ordre, comme elle dit toujours, je ne sortirai pas tant que je n'aurai pas fait le point. Ouais. Et vous faites le point. Vous faites le point toute seule. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi, parce que c'est vraiment vous qui l'avez choisi, de jouer ces 4 personnages à vous toute seule? Mais au début, c'était pas prévu de jouer toute seule, bien sûr. Parce que moi, j'adore jouer avec les camarades, les comédiens, les comédiennes. Et puis, au fur et à mesure, ça devait être 4 personnages. Et au fur et à mesure de l'écriture, le personnage d'Ariane, donc le mien, perdait beaucoup d'importance et devenait un personnage secondaire. Donc j'ai demandé, Jean-Marie m'a demandé si je pouvais faire les 4 personnages. J'ai demandé à une chorégraphe, Chris Candois, si je pouvais le faire. Elle m'a dit oui, bien sûr. Mais je ne savais pas que ça serait aussi coton quand même. Oui. Mais en même temps, du coup, l'écriture de la pièce a pris un ton qui était beaucoup plus étrange. Beaucoup mieux, il y avait quelque chose. Il a fallu faire entrer une part de magie dans votre jeu, parce que vous jouez ces différents personnages, et il y a la lumière, il y a les positions que vous prenez, le ton, parce que vous prenez plusieurs voix, oui. Donc il faut que tout ça soit un peu magique pour qu'on entre dans le texte. Oui, il faut pas que ça soit, il faut qu'on soit un peu dans la tête d'Ariane, oui. C'est-à-dire les voix, ça arrive, elle fait venir ses personnages. Et puis après, c'est les personnages qui la débordent. C'est-à-dire qu'ils commencent à prendre corps, ils deviennent encombrants, ils parlent très fort, ils bougent tout le temps, ils sont belliqueux, donc... Ils s'engueulent même. Ils s'engueulent pas mal. Oui, c'est un règlement de compte. Hein. Ouais. Et donc, bien sûr, il faut accepter cette proposition, en tout cas, qui est une proposition assez simple, en fait. Vous êtes consciente que c'est une performance, j'avais presque utilisé le mot anglais d'acteur? Non, je pense. Ah bon, c'est vrai? Non, c'est parce que j'ai occulté un peu tout le travail fait depuis quelques mois, en fait. Et puis, je veux pas me séparer de la pièce. Je trouve que tout est là, quoi. Que ce soit le décor, que ce soit la musique, que ce soit... Tout est un ensemble et je voudrais pas me séparer de cet ensemble-là, quoi. Et on imagine Miu Miu frivole, rigolarde, machin et tout. Et vous jouez des choses graves à chaque fois au théâtre? Ah oui, à chaque fois? Là, je citais Duras, je citais Racine, c'était ça. Oui. Pourquoi vous avez besoin tout d'un coup de décaler un personnage? Moi, j'aime bien quand il y a des tons différents. Là, je trouve que dans la pièce, justement, ça permet des tons très différents parce que la mère est très légère, très frivole et très... Et après, quand Ariane revient sur elle-même, elle est un peu plus caustique, plus grave, plus plaintive. Non, je ne sais pas, parce que faut pas non plus oublier que le Café de la Gare, c'était ça aussi, les deux. Mais c'était très léger, très... Je trouve qu'il y a quelque chose de similaire d'ailleurs avec cette pièce, vers la fin de la pièce, parce que c'est quelque chose de très travaillé et en même temps rigolo, quoi. Et le Café de la Gare, c'était ça. Vous-même, vous avez la mémoire encombrée par plein de choses ou pas? Un peu moins. Un peu moins? Oui. Avec les années, on s'appelle? Non, mais j'ai fait le ménage. Ah ouais? Il a fallu quand même se pencher dessus. Hein. Ouais. Mais c'est un ménage qui est douloureux, comme dans la pièce pour Ariane, des moments douloureux quand même. Oui. Oui, c'est douloureux, mais après... On est léger. Hein. Après, on est moins surpeuplé. Vous jouez donc cette pièce à Chaillot, Salle Gémier. Vous allez la jouer à Orléans, ailleurs, parce dans le cadeau. De le dire. Le cadeau à Orléans, oui. Et puis voilà. Et puis vous allez continuer d'essayer d'alterner le théâtre et le cinéma, ou vous êtes comme Michel Serrault qui était l'autre jour à votre place, qui disait ah non, je voudrais faire que du théâtre. Ah c'est vrai, il disait ça. Vous mais aussi? Peut-être que moi je me suis éloignée du cinéma, enfin j'ai tourné un film là dernièrement, mais parce que la pièce avait pris une telle importance pour moi, ça avait occulté absolument tout, puis c'est la première fois que ça venait de mon désir.
Enfin, je désirais quelque chose et j'allais le faire. Mais peut-être qu'après, je retournerai au cinéma en me disant, oui. Là, on souffle. Très bien. Donc le voyage au Luxembourg, c'est à Chaillot, Salgémier et ensuite à Orléans. Merci d'être venu. Merci. Du sport maintenant, du tennis aux internationaux d'Australie. Seule la Française Julie Allard est encore qualifiée. Elle sera opposée pour les quarts de finale à Lindsay Davenport. Quant à Sandrine Testu, elle a été éliminée, vous le voyez, par Martina Hingis en 2-7, 6-1, 7-6. C'était la balle de match. Martina Hingis, numéro 1 mondial. Quant à Arnaud Clément, il a été battu par le Marocain Younes El Ainaoui en 5-7. Le dernier s'est joué à 10-8. Vous vous rendez compte, c'est plutôt rare. À noter qu'Arnaud Clément ne fera quand même pas partie de l'équipe de France de Coupe Davis qui jouera contre le Brésil début février, pas plus que Fabrice Santoro. Des nouvelles enfin de la quarantaine de parachutistes actuellement bloqués au pôle sud, venus de 18 pays. Ils devaient effectuer pour le 31 décembre un saut qu'ils ont dû d'abord reporter au 2 janvier en raison du mauvais temps. Et puis depuis, toujours en raison du mauvais temps, ils sont bloqués presque à court de vivre. Une évacuation était envisagée pour les heures qui viennent. Commentaire Gilles Marinet. Ils devaient sauter à l'aplomb du pôle sud, un rêve qui tourne au cauchemar. Depuis 3 semaines, 40 parachutistes sont cloués au sol sous des abris de fortune. Impossible d'atterrir pour les secourir. Parmi eux, 2 militaires français, Mario Gervasi et Jean-Claude Lafaille. Il nous reste quelques jours de vivre, donc dans l'immédiat c'est pas dramatique, mais c'est vrai que s'il fallait attendre, je sais pas, une semaine ou davantage, il va falloir qu'on envisage une solution intermédiaire dans ce cas-là. Il vous faut des parachutages. Et voilà, éventuellement, ce style d'intervention, parachutage de carburant pour chauffer, pour faire fondre la neige et chauffer un petit peu d'eau et puis en vivre fraîche, quoi. Autre situation extrême, toujours dans l'Antarctique, la traversée solitaire de Laurence de la Ferrière. Épuisée, elle a été sauvée par une expédition scientifique qui croisait sa route. Il y a eu des conditions de vent apocalyptiques. C'est-à-dire que, en fait, il y avait des vents à 20 km/h, j'avais absolument aucune visibilité. Il y avait un chasse-neige au ras du sol qui enterrait systématiquement ma tente. Ça a été vraiment des conditions très très dures. La jeune femme est hors de danger, les parachutistes attendent toujours un secours aérien, seul moyen pour eux de s'échapper. Ils vont attendre encore quelques heures car l'évacuation vient d'être annulée, elle a été reportée au moins d'une vingtaine d'heures. La météo est toujours très très mauvaise. Et puis enfin je voudrais faire une annonce pour demain, il y aura un concert en faveur des sinistrés du Venezuela. Ce sera à la Sorbonne à Paris avec notamment Georges Moustaki, concert au bénéfice des 200 000 personnes sans abri victimes des inondations au Venezuela. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je voudrais vous rappeler l'actualité concernant la restructuration et le redéploiement du groupe industriel Moulinex. Selon la CGT, 2000 emplois seraient supprimés. Pierre Bleillot, le PDG de Moulinex, assure qu'il n'y aura pas de licenciement. La météo, c'est dans quelques instants avec Nathalie Riouet. Et puis après la canne de mon père, due à Louis Berriot, mots croisés à 22h40 avec Arlette Chabot et Alain Duhamel. Sur le thème des violences à l'école, on cherchera des solutions en compagnie de parents d'élèves, de professeurs, de proviseurs, de juges, d'élus, dont François Bayrou, Marie-Noël Lindemann et Claude Barthelone, le ministre de la Ville. À 0h20, vous retrouvez Florence Duprat. À 7h50, Françoise Laborde recevra M. Laurent Fabius. À 13h, ici même, Carole Guester et Rachid Arad. À demain 20h, bonsoir, merci.